Et nous accueillons avec beaucoup de plaisir Gérard Fromm, maire, conseiller général de cette belle ville de Briançon. Presque encore, tiens, on va commencer par ça pour changer un peu, la plus haute ville d'Europe. Et bien sûr, pas presque encore, toujours. Alors, non, sur le fond, en fait, c'est vrai, il y a Davos qui empêche de vraiment claironner sur ce titre. Soyons sérieux, d'abord Davos, c'est dans quel pays? C'est en Suisse. Bon, ben, c'est pas l'Europe. Merci d'être avec nous. On vous a accueilli en début de semaine, on a fait le point sur les sujets un peu chauds. On peut y revenir en deux mots, parce que ça a été bien développé en début de semaine, mais en particulier cette série assez impressionnante de travaux à Briançon. Donc j'imagine que vous dites à vos concitoyens, Briançonnais, bon, ben, prenez patience, ça va bien se terminer, du pont de la Gare à l'avenue du Lautaret, etc. Oui, ben, tout se passe bien. L'avenue de la Gare, le pont devrait être en place autour du 10 décembre, donc c'est bien. L'avenue du Lautaret, c'est pour l'année prochaine, mais c'est la route de Grenoble qui, elle, est quasiment terminée. Et là, on a une magnifique route que les Briançonnais déjà commencent à sillonner un peu vite. Donc il va falloir trouver des solutions. Parce que le gros problème des routes, mais il n'y a pas qu'à Briançon, c'est quand elles sont en mauvais état, tout le monde pleure. Et quand elles sont en bon état, tout le monde pleure, mais pas pour la même raison. C'est parce que les voitures vont trop vite. Oui, après on vous demande des dodanes, etc. Des dodanes, des systèmes de comment ça s'appelle là? Ah oui, de contournement. De contournement, de chicane, voilà. Voilà. Bon. Alors beaucoup de travaux pour ce début de mandat. Hein. Vous êtes, bon, ça fait en gros 6 mois que vous avez commencé votre deuxième mandat. Ce qui est frappant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont parties d'un coup dès le début, bon, qui étaient dans les tuyaux. C'est aussi un peu ça. Le Champ de Mars aussi. C'est pour ça que la continuité est intéressante. On sait que pour démarrer un chantier et puis pour le réaliser, il faut 3 ou 4 ans. Donc à partir du moment où ce qu'on a lancé dans le précédent mandat pour le réaliser, on commence à réaliser. La passerelle, elle va se terminer. Là, on va l'inaugurer le 5 décembre. La zone de la ZAC Durance, elle est en cours de finition. Leclerc va ouvrir au mois de février, en principe. Les logements HLM, le clos est en train d'être fait. Ils vont être hors d'eau bientôt. Hors d'air, je pense, à la fin de l'hiver. Livrable fin de l'année prochaine, début de l'année suivante. Donc, il y a tout un tas de travaux. Pareil pour l'hôpital avec Rhône-Azur. Le travail. Une conjonction assez impressionnante. Il y a une conjonction assez impressionnante. Ça ne durera pas comme ça tout le mandat, j'imagine. Ben, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on ait beaucoup de ressources pour le faire. Beaucoup d'aide, hein. Je crois qu'il faut le dire et le redire. Hein. On n'a pas parlé d'Altipolis et de l'hôtel d'entreprise, mais là, qu'on a inauguré hier, mais qui effectivement là aussi est un bel outil et qui a été réalisé grâce aux aides de l'État, de la région, du département et de l'Europe. Hein. Avec, par ailleurs, alors en termes de chantier presque un peu inaccessible, tous ces forts, j'y reviens régulièrement avec vous-même parce que bon, on prend un peu des nouvelles des généreux donateurs que vous recherchez un peu à toute occasion finalement pour essayer non pas de rénover les forts, mais de les maintenir dans l'état existant parce que l'urgence est encore là. Oui, maintenir l'état existant, on y arrive difficilement. Heureusement que la ville de Briançon n'a pas pris la propriété comme ça lui était proposé à l'Eurosymbolique du Fort des Têtes, parce que l'armée continue à y faire des travaux importants. Ils ont fait pour plus de 500 000 € de travaux cet été. C'est pas négligeable, nous n'aurions pas pu le faire. Donc c'est vrai que Vauban, c'est une belle chose, mais c'est un coût. Et la problématique fondamentale de Vauban, celle que vous envisagez il y a quelques minutes, c'est effectivement de trouver un sens à ces constructions. C'est bien d'avoir des forts, c'est bien de pouvoir avoir un usage de ces forts. Et aujourd'hui, le problème, il est là. Alors, il y a eu des beaux projets. Sur le papier, c'est facile. On peut faire un hôtel 4 étoiles, des restaurants 3 étoiles, un centre de balnéothérapie. On peut faire plein de choses. Le problème, c'est qui le fait, qui investit. Donc, il faut trouver les investisseurs. Et ça, c'est pas évident. Alors peut-être aujourd'hui il y a des choses qui germent, il y a peut-être des Émirats qui vont venir dans le coin pour d'autres choses. Dans la Clarée, sur le Vert-le-Granon, m'a-t-on dit, mais pas seulement là, c'est ce que vous voulez dire. Oui, du côté du fort de l'Olive, mais il y a des projets. Donc si ces gens-là s'implantent, pour des projets qui n'ont rien à voir avec l'utilisation des forts en tant que tels au départ, ben peut-être que demain ça attirera d'autres personnes, comme par exemple Altipolis. Il y a une chose qui est étonnante, c'est qu'on a 4 entreprises italiennes qui sont à Altipolis. Et quand j'ai demandé pourquoi ils venaient à Briançon, ils viennent à Briançon parce que le label France, pour eux, c'est plus vendeur à l'étranger que le label italien. Pour dire je suis basé en France. Ah voilà. Ouais.
Et on en a un qui fait par exemple de la recherche sur le lymphome. Ils sont là parce qu'ils veulent vendre à une grosse entreprise de pharmaceutique suisse, et ils pensent qu'ils seront plus solides en ayant le label France, Origine France, que le label italien. Je reviens en restant dans le même sujet. J'ai été frappé par ce que m'ont rapporté les équipes de DCTV qui suivaient le conseil municipal. Vous êtes contraint au pragmatisme, par exemple pour les couvertures de monuments historiques. Évidemment, il faudrait refaire comme à l'époque, etc. Mais vous avez dit au conseil municipal, bon, l'impossible n'est tenu. Tant pis, d'autres municipalités plus tard, le jour où Briançon aura les moyens, feront autrement, c'est ça? Oui, c'est le cas de l'église des Cordeliers. L'église des Cordeliers, on voulait y faire... ensemble qui est magnifique. Qui est magnifique. Centre d'interprétation d'architecture du patrimoine, on voulait le faire à l'intérieur. On découvre que la charpente est posée sur les murs, ce qui écarte les murs, donc il faut tout refaire. On remet en état les fresques que vous avez pu voir et filmer. C'est quelque chose de magnifique, exceptionnel. Et puis on découvre que la toiture, quand elle a été déposée il y a 25 ans, dans un premier temps on a mis de l'éternite, donc de l'amiante. Donc il faut désamianter. Et puis on découvre que les tuiles qui sont en fait des ardoises, ces ardoises, elles n'ont pas été choisies dans la qualité qui était nécessaire. C'est des ardoises qui viennent de Maurienne, qui sont feuilletées, très feuilletées, et qui prennent l'eau, et qu'avec le gel ça explose, ce qui fait que 25 ans après, c'est de la poussière qu'on a sur le toit. Et donc les remplacer, la DRAC nous dit qu'il faut les remplacer, 350 000 €. On n'a pas les moyens. Donc on met de la tôle. On met de la bague tôlée, et comme vous l'avez dit, et comme je l'ai dit au conseil municipal, si dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on a les moyens, on remettra de l'ardoise. Pour l'instant, on n'a pas les moyens. On met hors d'eau, on protège, puis très honnêtement, il y a d'autres bâtiments dans la vieille ville de Briançon qui sont couverts de tôle, et puis ça n'est pas en soi purement une aberration. Un petit mot sur ce qu'a été le temps fort pour vous les Briançonnais, pour la municipalité aussi, de cet automne, c'est-à-dire cet incendie de la Chape. Alors c'est un temps fort d'abord parce que spectaculaire, pour pas dire impressionnant, et puis parce que, je me souviens de votre intervention en pleine nuit aux côtés de la sous-préfète sur place. Bon, il y a d'abord ce fait divers, si je puis dire, et puis la suite, qui n'est pas finalement entre vos mains, pour que les Briançonnais comprennent bien. De toute façon, la Chape n'appartient plus à la ville de Briançon depuis 2008. Donc ça a appartenu à des Anglais qui ont fait faillite, qui ont déposé leur bilan, et donc ça a été repris par le tribunal de commerce, par les huissiers, et donc aujourd'hui c'est entre les mains des huissiers et du tribunal de commerce, donc ça a brûlé complètement. Bon, il y avait un acheteur avant le feu, il y a 2 acheteurs après. Chose malheur est bon, finalement. Finalement, le potentiel. Peut-être que. Ceci dit, c'est vrai aussi que ce bâtiment qui a marqué l'histoire de Briançon, l'histoire industrielle de Briançon, c'était un bâtiment massif. Demain, ça va peut-être permettre de l'aérer. Aujourd'hui, quand vous allez devant la Chape, vous voyez que la lumière rentre à travers. Avant, ça faisait un écran par rapport à la lumière, puisque la façade qui est côté Galice Bay, elle est complètement au nord, donc la lumière ne pénétrait jamais sur cette façade, ou très peu. Donc peut-être ça va permettre à des architectes, à des promoteurs de faire peut-être des choses plus aérées, moins mastoc, moins massives. Alors l'état de ce dossier à votre connaissance, puisque c'est donc pas vous qui le portez, donc il y a plusieurs candidats sur les rangs, il devrait y avoir une suite à la Chape, au bout de la rue de la Soie, parce que c'est la nouvelle appellation. Voilà, au bout de la rue de la Soie, il va y avoir une suite rapidement, puisque Maître Laja, donc l'huissier qui est chargé de cette opération, a demandé au tribunal de commerce de relancer un appel à candidature, donc je pense qu'il va y avoir très rapidement une mise aux enchères de ce bâtiment. Il nous reste quelques petites minutes pour aborder deux sujets. Un premier peut-être plus politique. Bon, vous avez annoncé en début de semaine que pour que le canton dit de Briançon-Nord, même si c'est maintenant redécoupé, mais bref, ça demeure cela. C'est quand même l'ancien Briançon-Nord avec une autre partie de Briançon. C'est peut-être l'un de ceux qui a le moins changé. Hein. Oui. Vous êtes déjà conseiller général, vous allez briguer un nouveau mandat pour donner toutes les chances. C'est du peut-être encore? C'est du peut-être. Bon, on attend la formalisation. Ouais, on va attendre la formalisation. Ça veut dire que, bon, voilà, vous n'avez pas caché que vous étiez dans la dernière phase de votre engagement politique, hein, la dernière période, mais que, pour l'instant, vous lâchez rien, c'est ça un peu le ton.
Je ne veux rien lâcher parce que je pense que nous avons fait de très belles choses, aussi bien sur le canton que sur la ville de Briançon. Et je pense que ce serait dommage que demain, une nouvelle équipe arrive extérieure politiquement à la nôtre pour tout casser ce qui a été fait. Voilà. Je pense qu'il est important qu'il y ait une pérennité pendant au moins un mandat et demi, de manière à ce qu'effectivement les choses s'ancrent bien. Vous êtes dans quel tempo en disant, voilà, j'ai annoncé clairement la couleur, je continue, puis je ne ferai pas notre mandat, etc. Est-ce que vous vous dites, je décrocherai complètement ou j'irai ailleurs en politique? Oh non, ailleurs c'est fini, j'ai dépassé l'âge qui fait que je peux envisager d'aller ailleurs. Je pense que j'ai fait ce que je voulais faire, j'ai réussi ce que je voulais réussir. Je suis élu au Conseil général depuis 1998, ça fait quand même déjà un petit bail. Je pense que j'ai bien travaillé, nous avons bien travaillé, à la mairie depuis maintenant 6 ans. Je pense qu'on a fait de belles choses à Briançon. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de grues et d'activités sur Briançon. Il y a une dynamique importante, il y a des constructions importantes du privé, parce que c'est bien que le public investisse, mais c'est encore mieux quand c'est le privé qui investit. C'est ce qui est en train de se faire. Il y a plusieurs projets importants. Il y a, sur la route de Grenoble, il y a un immeuble de 42 logements qui est en train de se construire. Il y en a un sur le boulevard du Lotaret qui est en train de se terminer. Il y a d'autres projets dans les tuyaux. Donc il y a une dynamique. Briançon a su exploiter cette dynamique. L'image de Briançon est une image forte en direction d'Italie, mais aussi en direction des Français. Toujours pollué un petit peu, en tout cas à échelle locale, par ses problèmes budgétaires. Elle est présentée comme la ville endettée, la ville à problème finalement, mais peut-être simplement à échelle régionale. Hein, c'est une ville endettée, c'est certainement une des villes les plus endettées de France. On est actuellement à 68 millions de dettes pour 12 000 habitants, donc ça a autour un peu plus de 5 000 € par habitant, c'est énorme. Hein, on est plus près dans les villes de même gabarit, de 1000, 1500 € maximum, alors que nous on est 4 fois plus, quoi. Donc non, c'est important. Briançon ne peut pas emprunter. On a quand même réussi le tour de force sans emprunter, de payer, quand on est arrivé, l'Aigle Bleu qui a coûté 4,5 millions, de payer la note du restaurant d'altitude qu'il a fallu acheter, et ainsi de suite, de payer ce qui n'avait pas été payé, la caserne de Colo, qui avait quand même coûté 1,4 million qui restait à payer. Donc on a réussi non seulement à payer tout ça sans augmenter les impôts, et il n'est pas question de les augmenter, ni à la commune, ni à la communauté de communes. Là-dessus, je suis ferme, j'ai pris un engagement vis-à-vis des Briançonnais et je le tiendrai. Et donc, sans emprunter, sans augmenter les impôts, nous avons réussi le tour de force de continuer à développer Briançon d'une manière qui avait longtemps qu'elle n'avait pas vue. Comment vous ressentez du coup, par rapport à ce travail dont vous vous satisfaisez, les réactions de l'opposition, qui est naturelle et évidente dans un conseil municipal, qui a toujours été, des conseils municipaux qui ont toujours été très vivants, je prends ce terme-là à Briançon, qui vous objectent, un manque d'investissement, qu'est-ce qui me revient des derniers conseils municipaux, un manque d'ambition, pour reprendre tous ces termes. On est dans la posture politique. On est dans la posture politicienne. On sait très bien quand on dit qu'on manque d'ambition à Briançon, quand on vient d'énumérer tout ce qu'on vient d'énumérer en termes de construction, en termes de dynamisme. S'il n'y avait pas à Briançon ce qui s'y passe depuis 2 ou 3 ans, le BTP serait mort à Briançon. Et plus compliqué que de ces rapports gauche-droite, lorsque le préfet des Hautes-Alpes vient à Briançon faire une réunion et où il dit aux élus, à vous-même, à Joël Giraud, à Alain Ferdinand, je dis pas c'est non par hasard, écoutez, arrêtez de vous chipoter les uns les autres, essayez de travailler davantage ensemble, c'est ça le problème du Briançonnais. C'est votre diagnostic aussi? Il l'a pas dit dans ces termes d'ailleurs, hein. C'était un peu plus arrondi. Je pense que monsieur le préfet grossit des problèmes qui sont pas aussi prégnants qu'ils veulent bien le dire. Pas si bloquant. Non, pas aussi bloquant. Quand par exemple, il considère qu'il y a des postures sur la fusion des syndicats, le CIGED, le SIVM, le CIVU, du ProRel. Quand il dit ça, il se trompe. D'ailleurs, il l'a reconnu l'autre jour. Il se trompe en ce sens que c'est l'État qui nous a forcés à faire des choses qui n'étaient pas possibles de faire. Il y a eu, le tribunal a jugé, et aujourd'hui, il accepte de faire un syndicat unique à la carte. Donc, nous, on n'est pas dans la posture à ce niveau-là. Briançon
depuis maintenant 3 ou 4 ans, s'est positionné clairement pour la fusion de l'Office de tourisme. Elle est quasiment actée, en tout cas pour Briançon et Monétier. On n'attend plus que la décision de Saint-Chaffray et de Villeneuve. Même sans ça, on a déjà acté le fait qu'on a un seul directeur pour les 2 offices. On a déjà une seule dynamique de proposition et de développement. Donc, moi, je ne me fais pas de soucis par rapport à tout ça. Tout va bien. Il y a des petits problèmes d'hommes. Ma foi, il y en a partout. Hein. Vous, dans votre entreprise, vous en avez. Oui. Moi, j'en ai eu professionnellement, j'en ai politiquement. Ce qui compte, c'est d'avoir la volonté de développer son territoire, de faire le bonheur. Avec Alain Fardella et Joël Giraud, pour parler simple, finalement, lorsqu'il s'agit je sais pas, sur le dossier de l'hôpital ou d'autres, d'être ensemble, vous êtes ensemble. On est ensemble. Ouais. J'ai été au ministère de la Santé avec Joël Giraud plusieurs fois, avec Alain Fardella au Conseil général et à d'autres endroits où on s'entend. Il se trouve qu'il y a des points particuliers. Alors c'est vrai qu'il y a eu des frictions. Bon, j'avais des ambitions, il en avait, il a gagné. Bon, c'est vrai que sur le coup, on n'est pas bien. Hein. Je veux dire que quand vous... C'est naturel, vous voulez dire. Bien sûr, c'est naturel. Et puis après, ma foi, après les choses se sont réglées. Et puis aujourd'hui, moi je pense qu'on fait dans le positif. Hein. Dernière question relative à la ruralité. Alors c'est une question intéressante, particulièrement pour Briançon. Si on parle de Gap, on ne peut pas parler de ruralité pour la ville de Gap. Briançon, on peut considérer que c'est une catégorie un peu intermédiaire dans ce grand débat relancé et porté entre autres par le député Castaner des Alpes-de-Haute-Provence. Comment vous percevez la manière dont ce débat est engagé ? Je trouve qu'il est très mal engagé, justement, et particulièrement au niveau du département. Je l'ai encore soulevé la question à la dernière séance plénière du Conseil général, en disant, j'entends sans arrêt parler ruralité. Pendant les élections sénatoriales, tout le monde parlait de ruralité. Moi, je suis pour la ruralité. Qu'est-ce que c'est que la ruralité dans notre département ? Comme vous le disiez très justement, il y a le bloc Gapençais, 50 000 habitants, qui peut demain... prendre le Champsaur sous sa coupe. Ça veut dire quoi ? On va avoir un bloc au milieu de 50-60 000 personnes qui va représenter un gros tiers du département. Au sud, un certain nombre de collectivités qui vont se regrouper entre elles. Et puis au nord, 4 communautés de communes, ou 5 avec l'Embrunais, qui ont une vocation totalement différente. Et ce que j'ai tendance à dire aujourd'hui, est-ce que le département a toujours vocation à exister? Alors apparemment, il est maintenu au moins jusqu'à 2021, si on a bien compris, sous toute réserve. Mais moi, j'aurais tendance à dire aujourd'hui que, à partir du moment où l'agglo de Gap existe, à partir du moment où le nord est constitué, comme je viens de le dire, et le sud, il est plus proche des Alpes de Haute-Provence, puis nous, à la limite, on est plus proche des Savoies, dans notre dynamique économique. Donc, il y a une réflexion à avoir, une vraie réflexion. Et puis... il y a une frontière, mais cette frontière, est-ce qu'elle a encore une signification ? Les escartons de 1343 à 1713 ont existé, bien sûr, sauf que il y a eu la frontière au milieu, mais économiquement, la proximité, c'est l'Italie. Les gens qui habitent à Montgenèvre... La mort des escartons, ça peut être quand même, ça ne se fera pas demain, mais ça peut être quand même une démarche à long terme. Je pense à cette armoire devant votre bureau. Oui, devant mon bureau avec la charte des escartons à l'intérieur. Mais moi, je pense aujourd'hui que les escartons, c'est une réalité. Dans le SCOT, j'ai tenu à ce qu'on fasse une porte ouverte aux Italiens, parce qu'on ne peut pas parler de développement et d'avenir sans tenir compte des Italiens. On est en train d'en parler pour l'hôpital, mais on en parle demain pour les activités. Montgenèvre sans la Voie lactée, c'est quoi ? Vous en parliez pour l'économie à l'hôtel d'entreprise. Pour l'économie à l'hôtel d'entreprise. On est mariés. On est mariés très étroitement. D'ailleurs, il y a beaucoup d'Italiens, de Français qui viennent d'Italie. L'autre jour, je discutais avec le maire de Chiomonte, Chaumont, comme il dit. Lui, il ne dit pas Chiomonte, il dit Chaumont. Vous savez comment il s'appelle ? Pinard. Ça s'invente. Ça s'invente pas. Et en plus, il fait du vin. Est-ce qu'au bout, et on doit clore parce que vous connaissez l'exercice, on est toujours un peu contraint par le temps, puis on vous reçoit régulièrement, mais est-ce qu'au bout du compte, parce qu'on, dans des domaines très différents, François Belgili, votre directeur d'office du tourisme, en parlait au niveau de la promotion touristique, est-ce que même si c'est pas de bon ton là pendant les élections cantonales qui approchent, puisque ce sont les élections pour le département des Hautes-Alpes, mais est-ce que petit à petit on va pas faire un abandon finalement de cette entité au regard de tous les raisonnements croisés? De quelle entité ? Départementale, du département CDT, même des Hautes-Alpes. Non, du département même des Hautes-Alpes. Moi, personnellement, je voulais exprimer. Je veux dire, pour moi, le département des Hautes-Alpes,
déjà dans son appellation, il est faux. Nous ne sommes pas les Hautes-Alpes, nous étions les Hautes-Alpes avant que les Savoies ne deviennent françaises. Il faut le rappeler quand même. C'est pour ça qu'on s'appelle les Hautes-Alpes. Donc ce qui fait d'ailleurs que quand vous demandez à un Français moyen au cœur de la France, vous lui demandez où sont les Hautes-Alpes, il vous dit Chamonix. Et c'est normal, c'est la partie la plus haute à 4800, nous on est à 4000. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a sans arrêt, souvenez-vous, on s'est battu pour avoir un logo qui nous identifie. Alors on a eu les Alpes vraies, on a eu les Alpes latines, on a eu... Naturellement, maintenant, au cœur des Alpes. Au cœur des Alpes, naturellement. On ne sait pas se situer. Regardez les Alpes de Haute-Provence. Comment elles s'appelaient? Les Basses Alpes. Eux, ils se sont situés. Alpes de Haute-Provence. C'est clair, ils sont dans les Alpes, mais dans la Haute-Provence. Voilà. C'est clair, on les identifie sans aucun problème. Nous, Hautes-Alpes, on a des difficultés, parce qu'il y a les gens du Sud qui sont plus proches des Alpes de Haute-Provence, puis il y a les gens du Nord, dont je fais partie, qui sont plus proches des Savoies, qui ont une dynamique proche des Savoies, qui ont une économie proche des Savoies, qui ont naturellement envie de travailler dans cette même dynamique. Donc c'est pour ça que je vous dis, moi, le département des Hautes-Alpes, personnellement, je ne lui vois pas un grand avenir. Gérard Fromm, merci d'avoir été avec nous, merci beaucoup. Merci en tout cas à vous de m'avoir reçu. Merci encore Gérard Fromm d'avoir été avec nous en ce vendredi soir. Dans un instant, c'est le journal télévisé, Valentin Doyen, le journal également de l'actualité en France et dans le monde avec l'agence France Presse, et puis à 21h, comme tous les vendredis, le Mac d'ici. Aujourd'hui, on ira plus Saint-Vincent, voir un champion de culturisme qui a fait l'objet d'un film et d'un documentaire sur Arte. Je ne sais pas si vous êtes un adepte du culturisme. Pas vraiment. Pas vraiment. Le vélo, c'est plus tendre, Oui. plus cool. Allez, merci Il y a beaucoup. moins de testostérone. Et bonne continuation avec le programme de DC TV.